Une conférence pour décrypter les enjeux concrets des négociations internationales sur le climat. Nous parlons des enjeux de la conférence des parties, 24e édition qui se tiendra à Pologne. Tossi Panupanu, négociateur senior climat de la République démocratique du Congo, est notre invité. Écran vert, le portrait. Tossi Panupanu préside depuis le début des années 2017 la coalition de nations de forêts tropicales humides. Pour un mandat de 10 ans et en 2016, il a été à la tête du groupe de pays le moins avancé, PMA en sigle. Une structure qui compte plus d'une quarantaine de pays d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Caraïbes. CRD congolais de 41 ans et à ce jour l'un des principaux négociateurs du groupe d'Afrique pour les conférences de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cet expert de la RD Congo a conduit la délégation des négociateurs de la RD Congo à la 21e conférence de parties à Paris, COP 21 en sigle. Depuis 2007, il participe à toutes les conférences climatiques onusiennes. Élu président du groupe des négociateurs africains lors de la conférence de Copenhague en décembre 2009, cet ancien élève de l'École nationale d'administration en France a occupé cette fonction jusqu'à la conférence du Durban en décembre. Économiste de formation, Tossi Panupanu possède plus de 18 années d'expérience dans le secteur de finance, du développement économique, de l'environnement et de la diplomatie. Son cursus académique comprend également un diplôme de MBA en finance et investissement, ainsi qu'une maîtrise en études européennes et relations internationales. C'est chevronné en environnement et financement climatique, siège au conseil d'administration du Fonds vert pour le climat, institution créée sous la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et ayant pour vocation à financer la transition verte des économies de pays en développement. Tossi Panupanu est également membre au conseil d'administration de la Mutuelle panafricaine de gestion du risque climatique, une agence spécifique de l'Union africaine. Après avoir travaillé comme consultant à la Banque mondiale à Washington DC de 2000 à 2003, Tossi Panupanu a rejoint le ministère des Affaires étrangères et la coopération internationale de la RD Congo où il travaillait comme conseiller durant 4 années de 2003 à 2007. Nous commençons par cette conférence des parties qui se pointe à l'horizon. 24e édition, une grande messe climatique. C'est quoi l'enjeu déjà selon vous, négociateurs? Je dirais qu'il y a des enjeux à différents niveaux. Le premier enjeu global, le plus important, c'est finaliser les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. L'accord de Paris donc a été adopté en décembre 2015 à Paris. C'est un accord global et inclusif qui demande aux 187 parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de faire des efforts ensemble pour régler le problème du climat, avec l'objectif donc de limiter la hausse de température d'ici la fin du siècle à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est l'enjeu majeur, je dirais, finaliser les règles de mise en œuvre de cet accord, afin que cet accord puisse commencer à être mis en œuvre à partir de 2020. Il y a également une dizaine de sous-enjeux, je dirais. Il y a le premier de ces 10 sous-enjeux, je dirais que c'est les contributions déterminées au niveau national. Ce sont les contributions que chaque pays emmène dans le cadre de cet accord pour essayer donc de contribuer à l'effort global. Et la RDC, par exemple, a décidé de réduire ses émissions de 17% entre 2020 et 2030. Différents pays ont pris différents engagements. Deuxième enjeu, je dirais que c'est celui de l'ambition et du bilan des engagements des différents pays. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend tous les engagements des pays et qu'on les met ensemble, on va vers une trajectoire de hausse de température d'environ 3,5 à 4 degrés. Et donc c'est bien au-delà de ce que l'accord demande. Donc il faut voir comment est-ce qu'ensemble, on peut rehausser le niveau d'ambition. Le troisième enjeu, c'est celui de l'adaptation. Parce que beaucoup de pays estiment qu'il faut axer les efforts sur la réduction des émissions. Or, beaucoup de pays en développement sont des pays qui sont faiblement industrialisés et leur niveau d'émissions est relativement faible. Mais ils sont fortement vulnérables
par rapport aux effets néfastes du changement climatique. Donc pour eux, la priorité des priorités, c'est surtout l'adaptation. Donc il faudrait voir comment essayer d'équilibrer la discussion, qu'elle ne soit pas axée seulement sur l'atténuation, mais tienne également compte des besoins d'adaptation de certains pays. Ensuite, je dirais les trois enjeux qui s'en suivent sont liés au niveau d'ambition que l'on voudrait avoir, parce qu'ils concernent les moyens de mise en œuvre. Le plus de ces moyens de mise en œuvre nous aurons, le plus nous pourrons renforcer le niveau de l'ambition. Ces moyens de mise en œuvre sont le financement climatique, c'est le transfert de technologies, c'est le renforcement des capacités. Il y en a 4 autres. Il y a celui de la transparence, puisqu'il faut s'assurer que ce que nous faisons, nous avons un même système qui nous permet de savoir que nous faisons des efforts les efforts que nous avons déclarés, nous allons les faire. Il y a également un enjeu qui porte sur les acteurs non étatiques. Il y a par exemple les communautés locales, les peuples autochtones. Il y a également donc un enjeu qui porte sur eux, ainsi que les acteurs non étatiques issus du secteur privé. Parce que les États ne peuvent pas tout faire. Il faut impliquer le secteur privé. Les 2 derniers enjeux, je m'excuse d'être un peu long, portent sur les forêts, donc très important pour la RDC, parce qu'il faut que nous sachions comment nos forêts peuvent contribuer à l'effort global et qu'est-ce que nous pouvons avoir en compensation. Et le dernier enjeu, c'est celui sur le genre et le climat. Nous savons que les personnes les plus vulnérables face aux effets néfastes du changement climatique, ce sont les femmes. Et donc c'est une thématique spécifique à laquelle les différents pays accordent beaucoup d'importance pour voir comment les femmes peuvent non seulement être mieux protégées face au changement climatique, mais être de véritables actrices dans la lutte contre le changement climatique, en les impliquant également. Alors vous avez parlé de l'importance des non-forêts. Il y a le rapport du groupe intergouvernemental d'experts climat qui a reconnu l'importance des forêts, comme pour dire que c'est une astuce encore pour renforcer la position de la République démocratique du Congo dans les discussions liées au changement climatique. Non, ce n'est pas une... La science nous dit objectivement que entre 10 à 20% des émissions globales de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation. Donc, si les forêts créent à travers leur déforestation environ 20% du problème du changement climatique, c'est que ces forêts pourraient contribuer à 20% à régler le problème. Et ces forêts devraient recevoir 20% des financements climatiques pour le faire. Et donc, la RDC, effectivement, à travers ces forêts, peut jouer un rôle de séquestration des gaz à effet de serre, qui sont essentiellement émis par les pays développés et les pays émergents. Mais aujourd'hui, il y a également une thématique très intéressante, c'est celle des tourbières. Nous avons d'énormes réserves de tourbières dans la cuvette du Congo central. Et ces tourbières, aussi longtemps qu'elles sont sous l'eau, constituent un stock important de carbone qui est piégé. Mais si jamais la RDC veut se développer, veut construire des infrastructures, si la RDC veut faire de l'agriculture de manière intensive et que nous allons dans ces tourbières peuvent créer des émissions accrues. Donc pour que la RDC puisse se développer et réduire la pauvreté, et qu'on nous demande en même temps de protéger les tourbières, il faudra alors que les gens nous donnent le financement du surcoût que demandera une action de développement protégeant les tourbières. Donc voilà un peu pourquoi les enjeux sur les forêts pour nous sont très importants. Et lorsque nous allons à Katowice, en tant que RDC, bien sûr, notre voix seule ne pourra pas porter au milieu de 200 pays, mais si nous pouvons faire passer cette position au sein de la position commune des pays africains, 54 pays qui parlent d'une seule et même voix, c'est une voix qui ne peut pas être ignorée. Si nous pouvons faire passer notre message au sein des 47 pays les moins avancés. Et c'est quoi le message de cette année? C'est la prise en compte des tourbières? Non, le message de la fin de cette année, c'est trouvons des règles qui soient équilibrées et équitables à l'accord de Paris. Qu'on ne vienne pas nous imposer des règles qui sont trop rigoureuses et qui vont obérer nos perspectives de développement. Donc si jamais nous devons effectivement adopter les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris, nous allons gérer notre forêt de manière plus durable, mais il faut qu'il y ait une compensation qui soit
à la hauteur du rôle que le pays joue. Qui soit proportionné à l'effort que nous ferons. Et cette compensation sera bien sûr d'ordre financier, mais également en termes de transfert de technologie ou de renforcement de capacité. Je reviens sur la CEDEN. Vous avez parlé du volet atténuation et volet adaptation. Et la République démocratique du Congo, un pays en voie de développement, mais la grosse partie de son enveloppe est plus orientée vers l'atténuation en lieu et place d'adaptation. Par quoi s'explique cette répartition ? Justement, d'abord, nous, il faut que les gens comprennent que notre contribution, nous l'avons rendue conditionnelle. Donc, la RDC va mettre en œuvre son plan national stratégique de développement avec sa composante réduction de la pauvreté et croissance inclusive. Maintenant, si jamais il faut qu'en même temps nous fassions l'effort pour réduire nos émissions, eh ben, nous conditionnons cet effort. Et pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 17%, nous avons estimé qu'il fallait que nous recevions 12 milliards de dollars. Alors, au-delà de cet effort à fournir, nous avons besoin de 9 milliards de dollars pour nos besoins d'adaptation. Et donc, c'est vrai que les besoins diffèrent d'environ 3 milliards. Le plus d'efforts on fera en atténuation, le moins de besoins d'adaptation nous aurons. Et donc, après avoir fait la première période de l'engagement de notre CDN, donc de 2020 à 2030, si jamais nos efforts d'atténuation au niveau global n'ont pas diminué, eh ben, il y aura inversion. Les besoins d'atténuation diminueront, seront plus faibles par rapport aux besoins d'adaptation qui seront plus importants. Si jamais nous faisons un effort global, eh ben, à la fois nos besoins d'atténuation et nos besoins d'adaptation diminuent. Nous parlons environnement, nous parlons écologie, la découverte vous concerne. Éco-découverte. Gorille de montagne, Gorilla berengeli. C'est une espèce de singe découverte en 1901. Les gorilles de montagne vivent dans la région de Volcan, Karisimbi-Mikeno, et au parc national de Kahuzi-Biega, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a une alimentation moins variée que celle de son cousin des plaines. Le gorille de montagne est herbivore. Il a besoin d'une végétation dense pour se nourrir, jusqu'à 25 kg par jour et par individu. Son alimentation est principalement constituée de céleri sauvage, bambou, lobélie, charbon et d'orties géantes. Le gorille de montagne est vivipare, c'est-à-dire la femelle porte le petit dans son ventre. Il atteint sa maturité sexuelle à 6 ou 9 ans. Comme chez l'homme, la reproduction s'est faite à n'importe quelle période de l'année. La femelle n'est mise au monde qu'un petit à la fois. La gestation dure entre 8 et 9 mois. Son espérance de vie est d'environ 40 ans en liberté. L'une des populations des gorilles de montagne vit sur le flanc de volcans situé dans la zone frontalière entre le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Dans la chaîne de Virunga, dans le Karisimbi culmine à 4507 mètres. La deuxième population de gorilles de montagne vit non loin de la première, dans la forêt de Bwindi, en Ouganda. Leur habitat est confiné au parc et réserve créée par ces 3 pays. La population des gorilles de montagne est estimée à 600 ou 700 individus, dont plus de la moitié vit en Ouganda. Le pelage du gorille de montagne est plus dense que celui des gorilles de plaine. Il est également plus foncé, d'un noir bleuté. Son habitat est étagé entre 2000 et 4000 mètres d'altitude environ. Le gorille de montagne mesure entre 1,40 m et 2 m. Le mâle pèse 200 kg en moyenne, mais peut atteindre jusqu'à 280 kg. Et la femelle pèse entre 70 et 110 kg. Contrairement à l'image qui en est véhiculée, il n'est pas belliqueux et est bien au contraire très sociable. Les gorilles de montagne sont divisés en familles à la tête desquelles s'y dresse un chef, auquel est donné le nom de dos argenté. C'est le mâle le plus fort dont le rôle est de protéger la famille contre les dangers éventuels.
Ces gorilles a surtout été victime du braconnage en 1994. Pendant les génocides rwandais, du fait de réfugiés qui fuyaient le Rwanda et braconnés pour poursuivre, durant les années suivantes, le rebelles et militaires éparpillés en forêt ont largement contribué à la diminution de la population des gorilles. En 20 ans, plus de 70% des gorilles ont disparu. Les gorilles de montagne sont en voie d'extinction. Il en reste moins de 700 dans le monde, menacés par la guerre, le braconnage et la déforestation. Mais est-ce que les efforts fournis sur le plan international, sur le plan national, produisent quand même des résultats probants? Je pense que les efforts sont en train d'être mis en œuvre, mais en fait, il faut bien qu'on comprenne. Le coût de l'inaction est plus important que le coût de l'action. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui on n'entreprend pas les efforts nécessaires, il y aura des efforts à entreprendre dans quelques années qui vont coûter beaucoup plus cher. Donc, si jamais nous devons, nous, commencer à mettre en œuvre des actions entre 2020 et 2030, il faut déjà aujourd'hui commencer à voir comment jeter les bases d'un cadre légal, jeter les bases d'une coopération accrue en termes de savoir, en termes de connaissances, afin que lorsqu'il faudra commencer à fournir le gros effort dans le cadre de Paris, que ce gros effort soit moins coûteux qu'il ne le serait par rapport à s'il y avait eu un statu quo. Donc, les efforts, je crois, se font, mais ils sont encore un peu timides. Il faut dire que c'est une conférence qui intervient à un moment très particulier en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Les pays est plus gagné par les enjeux politiques, il y a les élections qui se pointent à l'horizon. Pensez-vous à une participation active de la part de la République démocratique du Congo et avec la fermeture de la maison Schengen, les visas compliqués pour en avoir? Cette année, avec la fermeture de la maison Schengen et avec la non-représentation de la Pologne au plan diplomatique ici, à Kinshasa, il y a une forte inquiétude par rapport à la participation. Parce qu'il faut aller jusqu'à Luanda pour prendre le visa et ça pose des problèmes logistiques énormes. Alors, bien sûr, il y a les enjeux politiques avec une campagne électorale qui pointe à l'horizon, mais je crois qu'il faudrait justement que nos politiques comprennent que ce changement climatique affecte les Congolais et les affecteront de manière grandissante. Et ils se doivent de vraiment s'approprier cette thématique afin de pouvoir aider les Congolais à accéder à un mieux vivre. Comment ça va se passer? Il y a plusieurs réunions parallèles qui se tiennent avec un nombre réduit des délégués. Comment ça va se passer exactement? On ne sait même pas combien ont déjà obtenu leur visa jusqu'ici. C'est vraiment une grosse inconnue. Moi, je sais que le ministre de l'Environnement ira, en dépit de certains enjeux électoraux. Il ira quand même quelques jours, je pense, en Pologne, parce que sa présence est requise. Et les experts, nous espérons que le plus grand nombre d'entre eux auront les visas. Mais si jamais ce n'est pas le cas, effectivement, la RDC risque d'être un peu handicapée. Mais ce sera le lieu de compter sur la solidarité africaine, puisque, comme je disais, en général, les différents pays africains essayent de couler leur position nationale au sein d'une position commune africaine. Place à l'éco-créativité, mesdames et messieurs. Éco-créativité. Je vais vous présenter une transformation de recyclage qui a été décortiquée à Lubumbashi par un des membres de Génie qui nous a envoyé même un cadeau pour l'exposer aujourd'hui. C'est sur base de fils à décortiquer, qu'on a mélangé avec une tissu derrière, qu'on a fait un tapis de présentation Génie. Premièrement, sur le climat, les climats qui nous dérangent. À travers les décortiqués que nous faisons, nous allons faire de draps. Le drap qui va nous servir à ne pas nous exposer contre le froid, le coup de froid.
Monsieur Tossim Panopane, une autre question. La bataille climatique ne sera remportée que si l'on parvient à mettre en place des instruments financiers publics de taille. Je suis tout à fait d'accord. Simplement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas baser tous nos espoirs sur le financement privé. Le financement privé a une logique marchande. Le financement privé a besoin de faire un retour sur investissement. Le financement privé n'est pas philanthropique. Donc la RDC, par exemple, a beaucoup de besoins d'adaptation et le financement privé ne va pas investir dans des projets à fond perdu d'adaptation. Le financement privé va vers des projets qui peuvent aider le financement privé à recouvrer son investissement. Tandis que le financement public, lui, va dans des projets qui sont transformateurs, même si le projet n'a aucune logique marchande et financière. Donc, nous, en tant que pays en développement, nous, en tant que pays qui présente peut-être certains défis en termes de climat des affaires, nous serions mieux servis par du financement public. Mais peut-être qu'avec l'amélioration de notre classement Doing Business, peut-être que nous serons à même à attirer des financements privés également. Et je pense que lorsqu'on regarde notre potentiel d'atténuation, ce potentiel d'atténuation peut se faire à travers un meilleur accès à l'énergie. Et aujourd'hui, le secteur de l'électricité a été libéralisé. Et nous pouvons effectivement avoir des acteurs du privé qui pourraient venir investir dans des projets générateurs d'énergie renouvelable et qui vont contribuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et où en est-on avec les 100 milliards de dollars promis l'année? Les 100 milliards de dollars à partir de 2020, nous voulons justement un peu plus de transparence parce que beaucoup de pays développés disent qu'on a déjà atteint ces 100 milliards de dollars. Or, nous ne les voyons pas. Nous ne comprenons pas quelles sont les méthodologies qu'ils utilisent. Nous ne comprenons pas quelles sont les techniques de comptabilité qu'ils utilisent. Et cela, malheureusement, mine la confiance collective que nous devrions avoir. Parce que nous, en tant que RDC, si nous devons allouer certaines ressources sur fonds propres, mobiliser sur fonds propres à de l'action climatique, il faut que nous sachions quel est le niveau de financement qui sera mobilisé au niveau international, de telle sorte que nos efforts nationaux puissent être relayés par des financements au niveau international. Mais si jamais nous ne voyons rien et nous ne comprenons rien de ce qui se fait au niveau international, cela va freiner notre ardeur à mobiliser sur fonds propres. Et c'est une opacité voulue? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait que les pays développés fassent montre de bonne foi, parce que cette bonne foi pourra, je dirais, être contagieuse et également permettre à certains pays émergents à faire preuve de bonne foi également. Et donc nous qui sommes de toute façon de bonne foi, puisque nous avons plus à gagner qu'à perdre dans cette négociation du climat, nous pourrons également nous engager de manière plus ambitieuse. Donc il sera difficile de parler de la lutte contre le changement climatique sans financement. Il y a déjà des catastrophes qui s'illustrent ça et là. Est-ce que ça ne donne pas matière à réflexion par rapport à l'urgence d'agir? Absolument, vous mettez le doigt sur le problème essentiel. Il faut que les gens comprennent que ce problème du climat est réel et que les gens cessent de jouer à l'autruche en plantant la tête dans le sable en pensant que le danger va passer. Le danger là, il est réel et aujourd'hui il affecte un État américain comme la Californie qui est un État très prospère et qui pensait être à l'abri avec sa richesse de ces problèmes qu'il voyait tellement lointains. Et aujourd'hui ces problèmes affectent la Californie. C'est affreux ce qui est arrivé dans la ville de Paradise. 90% de la ville a été ravagée, il y a près d'une centaine de morts, il y a 1 millier de disparus. C'est énorme le coût économique que ça a, le coût en termes humains. Et donc j'espère que ça va suffisamment interpeller les Américains et le premier d'entre eux, M. Trump, qui chaque fois s'arc-boute contre la dynamique positive de Paris et essaye de miner donc les efforts que tout le monde fait. Et j'espère qu'il cessera d'être un climato-sceptique et qu'il comprendra qu'il faut s'impliquer pour trouver une solution globale à ce problème qui nous affecte tous. Au-delà de la prospérité relative des uns, le problème va tous nous affecter si jamais collectivement
nous attelons pas à le régler. Déjà une bonne nouvelle avec la République démocratique du Congo qui vient de bénéficier des 89 millions de dollars américains. Vous avez participé à cette réunion, la 21e réunion du conseil d'administration du Fonds vert qui a eu lieu aux Émirats arabes unis à Bahreïn. Oui, absolument. Donc le Fonds vert a contribué à hauteur de 21 millions de dollars de cette enveloppe de 89 millions qui va servir à financer des projets qui vont être mis en œuvre par des privés et qui vont investir dans l'énergie solaire dans 3 grandes villes de la RDC. Je pense qu'il s'agit de Guémena, Bumba et Isiro. Et on espère en tout cas que ça pourra servir de modèle qui pourra être répliqué dans d'autres villes. En tout cas, ça montre bien que le Fonds vert est un fonds qui est aujourd'hui opérationnel, qui appuie les pays. Et donc les 21 millions vont aider à mobiliser du cofinancement, notamment de la BAD, ainsi que d'autres partenaires, ainsi que du secteur privé, et ainsi pouvoir aider plusieurs centaines de milliers de Congolais à avoir accès à de l'énergie renouvelable et à exercer une pression amoindrie sur la forêt. On va prendre concept vert pour enrichir nos connaissances. Concept vert. Biorégionalisme. Le biorégionalisme est un mouvement écosocial contemporain qui privilégie l'importance de la région géographique immédiate, biorégion, plutôt que les nations abstraites de nature et de nation. Le biorégionalisme encourage les individus à se familiariser avec la biorégion et à s'y identifier afin de réhabituer l'endroit où elles vivent. Au niveau social, le mouvement met l'accent sur une économie, une agriculture et de politiques centralisées à l'image du caractère unique de la biorégion et sur les structures sociales simples et égalitaires. Et c'est un financement pour plus ou moins combien de ménages? La cible, lorsqu'on parle des Isiro, Guémena et Bumba en termes d'énergie renouvelable? Écoutez, vous me posez une colle, mais je pense en tout cas que c'est un financement qui sera modulable. Donc, c'est la beauté de l'énergie solaire, c'est que justement, on peut commencer petit, et on peut continuer à faire grandir le mini-réseau pour qu'il devienne de plus en plus grand. Tandis que quand on doit faire un projet en énergie renouvelable, en général, un projet hydroélectrique, il y a un travail de génie civil qui doit être fait et qui, effectivement, établit des paramètres qui sont assez rigides. Donc, le projet, dépendamment du niveau d'ambition, donc le financement public du Fonds vert va servir de catalyseur pour mobiliser d'autres types de financement. Si jamais cet effet levier se fait bien, on pourra même aller au-delà des 89 millions de dollars. Et donc le projet va pouvoir profiter et bénéficier à plus de ménages. Mais je vais faire des recherches pour avoir le chiffre exact sur le nombre de ménages impactés positivement. Merci beaucoup. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Comment voyez-vous l'avenir de cette conférence des partis? Je parle de Pologne, une réussite. Est-ce que la mobilisation est détail pour la réussite de cet événement? Je pense en tout cas que les points de vue des partis sont toujours assez divers. Et si on n'arrive pas à complètement finaliser les règles de mise en œuvre de Paris, en tout cas on aura un accord suffisamment général pour pouvoir avancer, quitte à pouvoir créer un mandat de Katowice pour finaliser 2-3 petites questions qui vont rester en suspens. Mais je pense que globalement, la conférence de Katowice sera un succès et on n'a pas le choix en fait. Sans ça, si jamais Katowice ne marche pas, ça va miner le processus multilatéral sur le climat, ça va encourager d'autres pays à essayer de quitter l'accord, comme les États-Unis, et on va se retrouver dans un monde où chacun décidera de faire ce qu'il veut. Or, il faut que quelque chose nous lie pour que nous puissions faire plus et que nous puissions clairement communiquer les efforts que nous fournissons.
sur une base transparente qui soit comprise de tous. La participation de la République démocratique du Congo à la 24e conférence des partis, l'enjeu même de cette conférence, sur quoi est-ce que vous voulez plus marteler? Donc, je pense qu'on doit marteler à deux niveaux. Au niveau des objectifs individuels de la RDC et au niveau du bien-être collectif de la planète. Donc la RDC veut qu'il y ait donc un accord sur l'opérationnalisation, les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris, qui soient des règles qui soient équilibrées, équitables, et en même temps on veut que nos intérêts soient pris en compte. C'est-à-dire le rôle que peuvent jouer nos forêts, mais également le potentiel que l'on a en termes d'énergie renouvelable, et donc pour que nous puissions rehausser nos efforts en termes de déploiement d'énergie renouvelable ou de protection de notre forêt, nous avons besoin de moyens de mise en œuvre que sont le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités. La prise en compte des intérêts dépend aussi de la défense du pays. Il faut bien se défendre. Oui, je pense que nous le faisons. Au cours des dernières années, la RDC a toujours été parmi les pays qui étaient les plus audibles au sein du groupe africain, au sein du groupe des pays les moins avancés, au sein du groupe des pays des 77 et de la Chine. Et je pense que nous allons continuer donc à le faire. J'ai peut-être oublié de le dire au début, mais en ce moment même, la RDC préside la coalition des pays détenteurs de forêts tropicales humides, qui est une coalition de 52 pays, qui sont des pays qui sont dans différentes zones géographiques, qui ont différents niveaux de développement, qui ont différentes tailles, et la RDC fédère tout ce groupe et donc préside aux destinées de ce groupe qui est un bloc important qui aura certainement fort à dire dans les échanges qui se dérouleront en Pologne. Donc vous voyez que la RDC quand même reste vraiment dans le peloton de tête de l'effort pour arriver à un accord à Katowice sur les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Une question de curiosité pour terminer. Pourquoi le président de la République démocratique du Congo n'a jamais préparé une seule édition de conférence des partis jusqu'ici? Ce n'est pas le seul président qui n'y a jamais été. En moins pour nos deuxième puissance écologique. Je vous rappellerai qu'à la suite de l'accord de Paris en 2015, il y a eu une grande cérémonie à New York en avril 2016 où les pays ont été signés l'accord de Paris. Et le président de la République a été. Il représentait le groupe des pays les moins avancés, puisqu'à l'époque nous présidions ce groupe. Et il y a eu peut-être 5 à 10 chefs d'État qui ont pris la parole sur les 200 qui étaient réunis à New York. Et le chef de l'État a fait un discours qui était mémorable. Donc vous voyez qu'il s'agissait d'un rendez-vous climatique et il était présent. Merci beaucoup, M. Tossi. Pendant moi que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien. C'est toujours un plaisir d'échanger à bâton rompu avec vous, Bibiche. Merci beaucoup. Nous allons partager votre idée pour la planète avec nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Mon idée pour la planète.